Et ce soir, dans Toujours debout, on revient sur la COP30, un sommet international, j'en parlais tout à l'heure, très attendu, qui s'est déroulé au Brésil, à Belém, aux portes de l'Amazonie. Cela devait être historique, mais finalement, le bilan est décevant. Pas de feuille de route claire pour sortir des énergies fossiles, une déclaration finale minimaliste, selon plusieurs observateurs, et surtout une forte présence de lobby des industries fossiles dans les négociations. Et en parallèle, les peuples autochtones se sont mobilisés massivement. Des marches, des blocages, des actions symboliques pour exiger leur droit à défendre leur territoire menacé par l'extractivisme. Pour en discuter, on reçoit Machko Dragan, j'y arriverai d'ici la fin de cette émission à dire ton nom, désolé de l'avoir écorché une deuxième fois, journaliste qui est sur place, qui était sur place à Belém. Il a écrit un billet que je vous propose de lire, je vous invite à lire donc sur le blog de Mediapart, le titre « Tout ce dont la COP30 n'a pas parlé ». Et sur le plateau, il y a Clément Sénéchal, ancien porte-parole climat de Greenpeace et auteur de « Pourquoi l'écologie perd toujours », qui vient de sortir en poche chez Point. Et ensemble, on va tenter de répondre à cette question. Est-ce que ces sommets peuvent encore être crédibles tant les intérêts capitalistes pèsent si lourd? C'est parti pour cet entretien. Bonjour Clément, merci d'être avec nous. Bonjour, merci pour l'invitation. Bonjour Machko, merci d'être avec nous. Bonjour. Et avant qu'on commence à rentrer dans le vif du sujet, je vous propose d'écouter tous les deux la déclaration du président brésilien Lula en clôture de ce sommet, et on en parle juste après. Au cours de l'année où la planète a dépassé, pour la première fois et peut-être de manière permanente, la limite d'1,5 degré au-dessus des niveaux pré-industriels, la communauté internationale avait le choix entre deux options, continuer ou abandonner. Nous avons choisi la première option. En fin de compte, la science a prévalu et le multilatéralisme a gagné. Clément, il semble plutôt satisfait, le président Lula, de ce sommet. Mais que penser finalement de ce texte de la COP30? Est-ce c'est un pas en avant ou plutôt un recul par rapport aux enjeux climatiques actuels? Président Lula, je l'aime bien, mais là c'est du verbiage. Il essaie de se justifier comme il peut en tant que président du pays hôte de la COP30. Qui est un fiasco. Le régime de l'accord de Paris est en perdition. Vous l'avez dit, il y a un texte final qui ne mentionne pas la sortie des énergies fossiles. C'est comme si on avait un malade du cancer et que le diagnostic évitait de parler des tumeurs et de les localiser. Donc évidemment, derrière, on ne peut pas avoir un traitement efficace. Si on regarde le contexte général, ça fait quand même un demi-siècle que les États reconnaissent la réalité du réchauffement climatique. On est à la COP30, c'est-à-dire qu'il ça fait 30 ans qu'on a chaque année des COP qui sont censés s'occuper du sujet. La première, c'était en 1995 à Berlin. Et là, l'accord de Paris, il a 10 ans. Pour quel résultat? Les émissions mondiales n'ont même pas commencé encore à diminuer. Et il y a un chiffre, il y a une information qui est tombée cet été, qui a été peu commentée, mais on a déjà en fait brûlé le budget carbone, c'est-à-dire le volume d'émissions de gaz à effet de serre, compatible avec l'objectif de l'accord de Paris, à savoir limiter la hausse des températures à 0,5 degrés d'ici à la fin du siècle. Et on a franchi aussi une 7e limite planétaire sur 9, à savoir l'acidification des océans, qui est aussi directement liée au réchauffement climatique, qui bousille aussi la vie marine. Et on a eu par exemple, et ça c'est pas sans effet sur les populations, on a eu des canicules cet été en France, c'est 170 000 personnes environ en Europe qui meurent d'ores et déjà, il y a déjà un génocide à bras bruit qui se déroule, des conséquences du réchauffement climatique, et en première ligne, on a la classe ouvrière qui affronte des conditions de travail extrêmement difficiles sur le plan physique, on a les populations, les ménages précaires qui vivent dans des passoires thermiques qui se transforment en bouilloires thermiques l'été. Et on a les femmes parce que le stress climatique introduit des violences aussi intraconjugales. Et les violences faites aux femmes augmentent de 28% à chaque fois qu'on a une période de canicule. Et donc là, il y a un échec qui est global en fait de la gouvernance climatique que je peux détailler si vous voulez. Le premier, en fait, à un moment donné, il faut se dire que l'accord de Paris, il faut l'admettre, c'est un mauvais accord. C'est un accord qui est faible, qui a une économie interne, qui ne permet pas
de produire de la responsabilité des États. Ensuite, on a des espaces onusiens qui sont les COP, qui sont complètement dysfonctionnels parce qu'ils font la part belle aux lobbyistes, c'est-à-dire au capital organisé. Il y en avait plus de 2000 cette année à la COP de Belém, chez le président Lula. Hein, et il y en avait 1600 des énergies fossiles, dont 600 qui avaient même un badge premium pour accéder aux coulisses des négociations. Donc on a du conflit d'intérêts à tous les étages et les COP sont devenus des foires commerciales. On a un groupe qui fait autorité maintenant sur le climat en termes d'expertise qui s'appelle le GIEC, qui a été fondé par des affreux hein, à la fin des années 80 par Reagan et Thatcher. L'idée, c'était de remettre l'expertise climatique dans la main des États, c'est-à-dire faire internaliser à la communauté scientifique la contrainte économique et la contrainte capitaliste. Et donc là encore, on a des conflits d'intérêts. On a par exemple des gens aussi comme François Gémen, qui était sur tous les plateaux, qui se présentait comme un expert du GIEC, qui aujourd'hui fait des publicités pour Saint-Gobain, à Dubaï, dans un état pétrolier, et qui lance des alliances pour décarboner la route en partenariat avec BMW. Et j'en termine, un dernier point, c'est aussi la lâcheté quelque part des grandes bureaucraties environnementales lucratives que sont les ONG, un milieu dans lequel j'ai travaillé pendant des années et qui en fait accompagne lâchement cette comédie pour construire des carrières individuelles, pour aller chercher du financement institutionnel et qui font aujourd'hui du spectacle beaucoup plus que de construire un réel rapport de force qui permette de changer la donne. On reviendra tout à l'heure justement sur la présence des lobbyistes et notamment ceux des énergies fossiles. Matchko, tu dis toi-même dans ton billet que cette COP est une farsa. Quelle contradiction tu as pu observer entre les discours officiels et ce qui se passait en marge de ce sommet ? Alors moi déjà j'y suis allé avec vraiment comme idée de suivre uniquement j'ai pas foutu un pied à la COP pour le coup, et j'avais idée comme idée d'intégralement m'intéresser à ce qui se passait autour, donc dans les moments d'opposition, qui soient ceux de la gauche radicale ou des collectifs autochtones. Et oui, notamment un truc qui ressortait beaucoup, qui a beaucoup été tagué sur les murs à Belém pendant la COP, c'était la COP est farsa, la COP est une farce, c'est une blague. Et ce qui est sûr, c'est qu'au sein de la gauche radicale, donc la gauche du PT, le Parti des travailleurs de Lula, d'ailleurs, je pense qu'il y a beaucoup à dire sur la façon dont Lula a quand même incarné cette tendance à vouloir faire de la COP un grand moment historique et à échouer lamentablement à faire ça, mais on est quand même sur la continuation d'un tournant néolibéral extractiviste qui dure depuis très longtemps quand même au Brésil. Bref, et en tous les cas, ce qui est sûr de ce que j'ai pu observer, c'est que à la gauche radicale, personne n'y croyait à la COP. Pour le coup, c'était assez clair. C'était vraiment, il y avait une critique très virulente de quelque chose qui semblait qui était présenté comme étant la continuation de 30 ans d'échecs et au mieux d'un capitalisme vert à tendance néocoloniale qui ne prenait aucun compte la nécessité, surtout un fait simple, c'est qu'en fait l'écocide capitaliste est un génocide. Et le fait que c'est lieu à Belém, c'était doublement symbolique, mais symbolique de façon historique pour certains, mais ça l'était aussi, comme je dis dans mon papier, de façon extrêmement cynique, parce que Belém, c'est à la fois le haut lieu de l'Amazonie. C'est aux portes de l'Amazonie. Donc, c'est le lieu qui incarne le capitalisme amazonien dans ce qui est la plus terrible. Et il suffit d'y aller pendant la COP pour voir, hors des trucs qui ont été refaits avec beaucoup d'argent, parce qu'il y a de gros travaux infrastructurels qui ont été faits, mais pas au bénéfice des classes populaires. Hein. Il y a 60% de gens qui vivent dans des favelas, à Belém. Et c'est le symbole quand même du génocide amérindien qui a commencé à la conquête et qui continue encore aujourd'hui. Parce qu'actuellement, les Amérindiens continuent à avoir leurs leaders assassinés, à avoir leurs terres détruites, à mourir de maladies, à souffrir de l'exil. Oui, excuse-moi de te couper. Aussi, justement, oui. Sur cette question-là, parce que en lisant ton papier, tu parles justement de ce génocide qui est toujours en cours des peuples autochtones en Amazonie, et c'est quelque chose dont on a peu connaissance, et du coup, j'aimerais bien que tu développes un peu ce que tu as pu voir et comment, en fait, le parallèle entre le colonialisme, le capitalisme et cette crise climatique, et ce peuple, en fait, autochtone qui meurt tous les jours à petit feu. Moi, par exemple, sur place, j'ai travaillé avec les Waro, qui est un peuple vénézuélien qui se trouve en exil au Brésil actuellement. Et il se trouve en exil pour raison de la crise économique, donc la crise capitaliste qui a lieu actuellement au Venezuela, et tout simplement la destruction de leurs ressources. En fait, normalement, ils vivent de la pêche du poisson
en vivant sur des pirogues sur pilotis dans les Bouches de l'Orénoque, donc dans le delta de l'Orénoque au Venezuela. Et ils voient du coup l'endroit, leur ressource naturelle qui est le poisson, contaminé par le pétrole. Ils ont vu aussi des épidémies de choléra ravager les communautés et donc ils ont dû fuir. Et là, ils se retrouvent à Belém, notamment, dans des banlieues périphériques, dans une situation extrêmement précaire, sans accès au fleuve et sans aucune possibilité d'accéder à la terre, donc à ce qu'ils appellent l'arbre de vie, qui est pourtant une nécessité vitale pour eux. Et c'est le cas de la plupart des collectifs autochtones aujourd'hui. Et c'est pour ça que si la gauche radicale n'y croyait pas du tout à cette COP, c'était quand même ce qui peut être plus ambivalent dans les collectifs autochtones, ce que je dis dans mon article, qui avaient quand même envie de pouvoir se faire exprimer, envie de faire entendre leur voix, notamment sur la question de l'accès à la terre. Parce que pour le moment, c'est l'intégralité du continent a été privatisée et il y a des collectifs comme le MST, le Mouvement des Sans-Terres, qui tentent de faire des réquisitions, mais ils ont une longue tradition d'assassinat aussi de leurs militants. Et encore aujourd'hui, des leaders ou des journalistes continuent à se faire assassiner. Donc cette question de la terre, elle était fondamentale, elle n'a pas non plus été abordée dans la COP. Et c'est aussi le titre de mon papier vient d'une conférence à laquelle j'ai assisté, qui s'appelait « Ce dont la COP ne parle pas », où étaient présents notamment des leaders autochtones, des militants de la gauche radicale, on en parle. Matchko, on en parlera juste. Aussi. On en parlera juste après, Matchko. Je reviens vers toi justement pour aborder plus précisément cette question-là. Mais je voulais justement, Matchko nous parle justement des peuples autochtones qui souffrent et qui meurent petit à petit, notamment parce qu'ils n'ont plus accès à leurs terres. Et lors de cette COP, il y avait plus de 1600 lobbyistes des énergies fossiles, on le disait tout à l'heure. Comment, en fait, on peut échapper à cette capture de la COP par ces lobbies, sachant qu'en fait, finalement, on fait peut-être plus de négociations commerciales que de négociations pour l'avenir de la planète? Absolument, il y a un problème. Il faut dégommer l'écologie bourgeoise aujourd'hui. On parle des lobbies. À cette COP, la délégation française était remplacée par Monique Barbu, nouvelle ministre de l'environnement de Sébastien Lecornu et d'Emmanuel Macron. Monique Barbu, elle était encore récemment présidente du WWF, c'est-à-dire d'une grande ONG environnementale, et elle avait emmené qui dans ses bagages? Patrick Pouyanné, le dirigeant de Total qui mène des opérations néocoloniales, néo-impérialistes pour aller extraire des hydrocarbures encore aujourd'hui. Et donc évidemment, on a un conflit d'intérêts qui est placé au plus haut niveau. Donc il faut dégommer l'écologie bourgeoise. Les populations, il y a des communautés autochtones qui en étaient bien conscientes, qui ont essayé de forcer à l'occasion de cette COP une entrée dans la zone bleue. Donc la zone bleue, c'est la zone des élites internationales qui est sécurisée par l'ONU. Ils se sont affrontés avec les forces de sécurité de l'ONU. Ce que n'ont jamais fait, par exemple, aucune des ONG environnementales en 30 ans de COP, ce que n'a jamais fait Greenpeace, alors même qu'elle se prétend le chantre de la désobéissance civile, mais elle n'a jamais eu le courage de faire ça. Et on a par exemple, le secrétaire exécutif de la CNUC, la Convention des Nations Unies sur le réchauffement climatique, Simon Skiel, qui a fait un discours d'ouverture où il nous expliquait que lui, il croyait à la puissance brute des marchés, de la force du marché pour opérer une transition écologique. Et il voyait le changement climatique, lui, comme une opportunité économique. En fait, la puissance brute des marchés, c'est surtout la puissance brute du colonialisme pour les populations autochtones, y compris en Amazonie, où on a des multinationales qui débarquent pour aller forer, trouver des minerais qui sont ensuite marchandisés sur les marchés internationaux au nom de la transition écologique, et donc qui sont déplacés, qui perdent leurs moyens de subsistance, qui perdent leurs terres. Donc là, effectivement, il y a il faut sortir les négociations internationales de la main de ces élites capitalistes qui les trustent et qui s'en servent derrière pour ouvrir de nouveaux marchés néocoloniaux. Et surtout, en plus, quand je vois le discours d'un Emmanuel Macron qui donne l'impression de faire beaucoup, en tout cas dans le discours, pour l'écologie, pour la planète, mais dans le même temps, effectivement, là, vous venez de le dire, le patron Total était à ce sommet, alors qu'on sait que c'est pas l'entreprise qui se préoccupe le plus de la planète. Je me demande, en fait, comment on peut sortir vraiment de ça et qu'est-ce qu'il faudra faire
pour permettre de faire en sorte que la planète, peut-être la COP 31, je ne sais pas si ça servira vraiment à quelque chose, pour qu'on ait vraiment des solutions. Parce que même au sommet de l'État, finalement, on nous balade. Emmanuel Macron, je crois que plus personne ne croit vraiment à l'intégrité climatique de sa parole politique. Je rappelle que son premier fait d'armes sur l'écologie, quand il est arrivé au pouvoir en 2017, c'était d'affaiblir les objectifs climatiques du pays. Après, il y a plusieurs réformes. En fait, il faut réformer de fond en comble la gouvernance climatique internationale. La première chose, c'est de réécrire ou de trouver un nouvel accord qui soit contraignant pour les États et qui parle des énergies fossiles à la base. Je veux dire, l'accord de Paris n'en parle pas, ce qui est quand même génial. Donc, on essaye de combler les trous de l'accord de Paris année après année, et en fait, on patine. La deuxième chose, c'est d'exclure le secteur privé de l'ensemble des négociations. Je veux dire, les lobbies n'ont rien à faire, les entreprises n'ont rien à faire dans des négociations multilatérales de haut niveau. Ça introduit du conflit d'intérêts, il n'y a aucune raison qu'on continue à les tolérer. Là, elles sont tolérées en plus de manière pernicieuse au nom de la société civile, ce qui est un non-sens absolu. Ensuite, je pense qu'il faut que la société civile organisée, justement, ne soit plus représentée par des bureaucraties environnementales, mais par des collectifs militants, citoyens, des collectifs des populations les plus vulnérables, qui sont les principales intéressées à obtenir des résultats dans la lutte contre le réchauffement climatique. Et puis surtout, il nous faut des États qui soient collectivistes. Là, le problème, c'est qu'on n'a que des États capitalistes aujourd'hui qui représentent la puissance, qui concentrent la puissance mondiale, qui concentrent la décision multilatérale dans ces enceintes-là, et qu'à un moment donné, on a besoin que parmi les grandes puissances mondiales, on ait des révolutions écologiques qui ont lieu et qui amènent au pouvoir des forces politiques qui soient collectivistes. On a besoin d'un collectivisme écologique aujourd'hui. Et donc il faut sortir de l'ordre capitaliste, et donc il faut un pouvoir qui soit en capacité d'inverser les hiérarchies sociales, de réorganiser notre économie politique pour faire rentrer notre système productif dans les limites de la biosphère. Donc en fait, on a besoin d'une révolution. Ça passe sur le terrain écologique, en France par exemple, par le fait de militer avec les soulèvements de la terre, ça, c'est une solution. Ça passe par le fait d'aller militer aussi avec les syndicats révolutionnaires, parce que le syndicalisme, c'est quand même le lieu de la production, donc c'est là où s'opère, où se noue le lien, le rapport social entre le travail et la biosphère, le rapport social matériel. Et enfin, il faut que la gauche de rupture parvienne au pouvoir dans les institutions. Sinon, on n'y arrivera pas. Justement, Clément, vous parliez des peuples qui sont les premiers touchés, qui devraient participer à ces discussions. Machko, tu as participé, ou en tout cas tu as assisté à tu en parlais juste avant, tout à l'heure, de ce sommet des peuples. Est-ce que tu peux nous dire ce qui en est ressorti? Qu'est-ce qui a émergé de ces espaces et des discussions des peuples autochtones? Et même, il n'y avait pas que des peuples autochtones, il y avait aussi des gens qui militent, qui venaient de l'étranger. Oui, après aussi, ou des locaux. Moi, j'ai couvert principalement du coup ce qui a été fait par les anarchistes et les anarchistes de Belém, donc du Centre culturel libertaire d'Amazonie, et par les autochtones du coup. Et ce qui en ressort, c'est quand même la nécessité en fait de la relance de l'autonomie, de l'autogestion. Et comme le disait un intervenant indigène, c'est que l'autonomie, l'autogestion, ce n'est pas à eux de l'apprendre des États-nations, c'est à eux à la faire apprendre aux États-nations, parce que l'autonomie et l'autogestion, c'est des choses qui étaient pratiquées depuis bien longtemps dans ces peuples, en fait. Et donc, c'est quelque chose qui est en accord totalement avec la pensée anarchiste. Et donc, il y a vraiment des espaces, en fait, qui sont déjà explorés. Désolé. Pas de souci. Qui sont déjà explorés, qui sont massivement pratiqués par ces peuples et par d'autres communautés. Donc, il y a vraiment quelque chose il y a un déjà là, en fait, qui a mobilisé aussi, et qui a été mobilisé massivement pendant cette COP. Je veux dire, c'est des Indiens qui sont intervenus. Donc, c'était l'Indien du fleuve Tapajos, et les Munduruku aussi ont bloqué l'accès à la COP à un moment pour faire valoir leurs droits. Et en fait, cette action directe, qui est sur une base de solidarité entre les peuples, elle est nécessaire, et elle a été maintes fois exprimée à l'extérieur de la COP. Oui, cette image très forte, Clément en parlait, et tu viens de le rappeler, de ces peuples autochtones qui ont forcé les barrières du lieu où se tenait la conférence des Nations Unies sur le climat. Cette mobilisation, c'est une des images fortes de cette COP. Qu'est-ce qu'il en est ressorti? Comment tous ceux que tu as pu rencontrer en ont parlé? C'était une action qui était nécessaire, comme le disait Clément, dans les autres COP, ça n'a pas été fait. Et là, ça a été fait, c'est une action qui était nécessaire pour eux. Le soir même, tout le monde en parlait. Ça a vraiment fait le tour de l'actualité. Enfin, tout le monde était, pour le coup,
les autochtones comme les autres, tout le monde était très fier de ce qui avait eu lieu. Mais tout le monde savait très bien que c'était nécessaire de le faire. Mais c'était juste rappeler à des gens qu'on n'avait rien à foutre, la nécessité d'en avoir quelque chose à foutre, mais sans vraiment avoir aucune forme de croyance pour le coup. Tout le monde sur place, hors de la COP, m'avait l'air assez désabusé. Et encore une fois, moi, j'ai écrit mon reportage. J'étais dans un bateau, j'avais pas accès à Internet. Donc, j'ai misé sur le fait que ça donnerait lieu à rien. Bon, je me suis pas beaucoup... de toute façon, il y avait peu de chances de tromper sur le fait que ça donnerait lieu à rien. Et sur place, peu de gens avaient misé, autochtones comme les autres, misé quoi que ce soit sur la possibilité d'obtenir quoi que ce soit de cette COP, quoi. À part quelques droits par-ci par-là, mais encore, même ça n'a pas été obtenu. Donc, je pense que tout le monde... à Belém, personne n'a été surpris par le résultat, même pas en demi-teinte, catastrophique de cette COP, quoi. Quelle Et là, c'est le plus dramatique, je pense, c'est que pour le coup, les autochtones, eux, ils croyaient peut-être un petit peu plus, en tous les cas, de leur possibilité de faire valoir leurs droits et leurs paroles, notamment parce qu'ils étaient invités à l'Aldeia COP, qui était un village où ils étaient 3000 quand même représentés, mais pas invités aux négociations. Donc on voit aussi l'hypocrisie du truc. Mais je pense que pour le coup, oui, les fédérations autochtones, ils croyaient un petit peu plus, et je pense que pour eux, la douche froide est d'autant plus douloureuse. Justement, tu le disais, tu étais en marge de la COP, de tout ce qui se faisait autour de cette COP. Est-ce qu'il y a eu des propositions qui sont revenues, qui paraissent crédibles et que ces gens qui militaient, ou en tout cas qui discutaient, souhaiteraient mettre en place? Est-ce qu'il y a une proposition qui t'a paru, ou des propositions qui t'ont paru phares dans ce qui a été dit lors de ces réunions ou ces conférences? Crédible, je ne sais pas, mais en tous les cas, ce qui est sûr, par exemple, très concrètement, il y a actuellement tous les peuples autochtones, beaucoup, sur tout le continent, qui sont en train de s'organiser pour pouvoir gérer eux-mêmes, par exemple, comme le font les Kapor, qui est un peuple du sud du Brésil, qui gèrent eux-mêmes leurs forêts, ils font de l'agroforesterie, ils se défendent de façon extrêmement efficace contre les bûcherons, ils mettent hors d'état de nuire les camions des bûcherons, et ils gèrent leur territoire comme ils l'entendent, et personne, pour le coup, ne vient les embêter. Donc, il y a l'idée de fédérer, du coup, tous les peuples autochtones de façon horizontale, avec des conseils, par exemple, les Warao, dont je parlais tout à l'heure, ont un conseil Ujiduna, qui est leur conseil représentatif horizontal. Les Kapor ont leur conseil, qui gère les questions de santé, d'éducation, développement durable. Donc, il y a l'idée de fédérer tous ces conseils pour obtenir un réseau, qui soit apte à contrecarrer la puissance nocive des États-nations, parce que bon, là, je vais parler d'un point de vue anarchiste, mais on est face à plus d'un siècle d'histoire qui nous montre que les États-nations capitalistes ne voudront jamais et ne seront jamais une solution face à la crise climatique. Merci beaucoup, Matchko. Dernière question, Clément. Sur Twitter, enfin X aujourd'hui, j'ai vu que vous disiez que vous ne croyez plus à ces COP, différentes COP. Finalement, la première question que je posais, c'est est-ce que finalement ces sommets sont encore crédibles étant donné les intérêts capitalistes si importants? Est-ce que finalement, il ne faudrait pas trouver d'autres solutions que ces réunions qui finalement n'aboutissent sur pas grand-chose? Non, les résultats apportent la réponse à cette question. Il suffit de regarder factuellement ce qui se passe et d'en faire le constat. L'action des frontales des communautés autochtones qui ont essayé de pénétrer dans l'enceinte de la COP, elle a quand même plusieurs vertus. C'est d'une part de poser le niveau de confrontation au bon niveau, d'autre part d'objectiver l'exclusion dont elles font l'objet de ces espaces de discussion, et enfin de décrédibiliser les COP. Et je pense que c'est en fait important aujourd'hui de décrédibiliser les COP telles qu'elles fonctionnent actuellement. Pourquoi ? Parce que en fait, elle donne l'illusion d'une prise en charge complètement factice, où on va faire de la comédie pendant 2 semaines chaque année. Et on va laisser croire aux populations qu'il y a une prise en charge du problème, alors que celle-ci n'est absolument pas à la hauteur aujourd'hui. Donc je pense ça passe par d'autres espaces et qu'à un moment donné, il faut problématiser ce que j'appelle l'écologie du spectacle, c'est-à-dire la pratique de l'écologie bourgeoise. Merci beaucoup Clément Sénéchal, et merci beaucoup à Matchko Dragan d'avoir été avec nous aujourd'hui pour participer à cette discussion autour de la COP30. Merci à vous.